Je souscris tout à fait à cet amendement qui souligne une aberration, mais il ne faut pas trop en vouloir au ministre. La décision prise étant aberrante, les conclusions ne peuvent pas être différentes. Tout sera l'invraisemblable. Donc si nous sommes dans un TGV pour moins de 10 minutes, eh bien nous n'avons pas besoin de passe sanitaire, c'est simple à comprendre. Mais si c'est plus, si. Alors donc, il y aura un contrôle qui portera non plus seulement sur l'identité, le passe sanitaire, mais la distance. Donc, entre deux gares qui seraient rapprochées, il y aura un contrôle de tous les billets, de manière à vérifier ceux qui sont là pour la longue distance et pour la courte distance. Les agents de la SNCF vont être ravis d'apprendre que leur nombre va être multiplié pour opérer ces contrôles. J'ajoute que nous devrions étudier la possibilité de fournir au virus un marquage qui lui permet, lorsqu'il monte dans un RER, de rester hors contrôle, mais lorsque le RER lui-même se transforme en TER, comme c'est le cas dans la direction du Loiret ou comme c'est le cas dans la direction de l'aéroport Rungis, à ce moment-là, le pass Navigo, qui normalement indique une zone du RER, se transforme en une exigence de pass sanitaire. Donc il faut vérifier tout le monde à partir de... Enfin, ça ne tient pas debout. Vous venez de nous dire vous-même que ça dépendait de la distance, parce que vous êtes un être rationnel. Donc vous voyez bien que ça n'a pas de sens de contrôler sinon. Mais avec ce que vous nous proposez, ce n'est pas la société du contrôle permanent. Ça, c'est n'importe quand qu'il faudra contrôler. C'est la pagaille, la chienlit, le désordre, l'épuisement de tout le monde dans des contrôles qui n'ont aucun sens et qui provoqueront partout des conflits tels que sont les Français aujourd'hui. Le premier, j'y reviens, permettez-moi de vous dire que ce ne sera pas le moindre dans les mois que nous connaîtrons. C'est le pullulement des normes, papiers, attestations à contrôler par les uns, par les autres, qui servent ou ne servent pas. Ce matin, descendant de l'avion, je m'avance fièrement dans la file, vacciné. Et quand j'arrive au bout de ma file vaccinée, je sors mon papier de vaccin, car je suis vacciné, et on me dit « inutile, nous nous contentons du test ». Alors, suivant les endroits, on demandera une chose, on en demandera une autre, et vous verrez que, nonobstant quelle que soit la bonne volonté des décideurs, chacun de ceux qui auront le petit pouvoir de contrôler ne manqueront pas de le faire et d'y ajouter leur touche personnelle. Deuxième élément, Monsieur le ministre, qui lui m'inquiète un peu plus, et je vais attendre la réponse que vous nous ferez avec de l'intérêt, parce que François Ruffin a soulevé une question importante. Être vacciné n'exempte pas d'être contaminé. Être vacciné n'exempte pas d'être contaminé. Si vous êtes vacciné et que vous avez la certitude qu'à partir de là, vous ne pouvez pas contaminer les autres, vous devenez dangereux. Parce que vous pouvez contaminer les autres, et d'ores et déjà, nous avons des résultats de jeunes gens qui nous expliquent qu'étant vaccinés, ils ont participé à une soirée et ils ont été contaminés, mais ils sont prévenus parce qu'ils sont cas contact. Pour ma part, j'applique le principe de morale de la responsabilité individuelle absolue. Dès lors, puisque je suis vacciné, je pense que je me ferai tester dans un certain nombre de circonstances. J'en ai le moyen financier. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Je vous mets en garde. Dire qu'être vacciné annule la nécessité des tests et qu'ils seront payants fait que, par ce moyen, nous pouvons développer la contamination de masse et mettre en danger ceux qui ne peuvent pas être vaccinés. Je voudrais dire mon accord avec le ministre sur un point. En effet, la variole a été éradiquée par une campagne de masse mondiale initiée par l'URSS après un plan présenté devant l'ONU. Et je reviens du Burkina. Oui, c'est pas vous qui l'avez fait. C'est pas vous. Et pour y parvenir, on a distribué en masse le vaccin contre la variole. Eh bien, aujourd'hui, c'est vous qui vous opposez à la licence libre sur les vaccins. Vous qui nous demandez d'avoir le courage de nos opinions que nous payons souvent si cher car nous n'en manquons pas et nous n'en manquerons pas. C'est votre gouvernement qui accepte qu'à l'Organisation mondiale du commerce, on décide que le vaccin reste une marchandise, alors qu'en France, jusqu'en 1959, il était interdit de déposer un brevet sur un vaccin. Alors, je vous le dis avec le sourire, Monsieur Véran,
il vous faudra avoir le courage d'aller au bout de vos opinions, vous aussi, car il est apparent que vous ne le faites pas. J'ajoute que vous nous demandez d'intervenir. Nous le faisons d'une manière qui n'est pas la vôtre. Nous croyons à la conviction, nous croyons à la vertu de l'exemple et nous sommes respectueux de la liberté. Car si l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il vaut mieux convaincre que contraindre, c'est parce qu'elle sait que quand on invente des passes sanitaires, des contrôles à tout bout de champ, de la paperasse sans fin, on crée une autre société que celle dans laquelle nous voulons vivre. C'est la raison pour laquelle la liberté et la conviction, c'est de montrer comment on agit. Mais vous avez pris une décision, c'est de rendre payant le test. En rendant payant le test, même en divisant par 12 la capacité de contamination, j'achève là-dessus. Elle existe, Monsieur Véran, et vous prenez la responsabilité personnelle, après avoir dit tant de choses et son contraire dans cet hémicycle, vous prenez la responsabilité personnelle de nous empêcher, quand on n'en a pas les moyens, d'assumer sa responsabilité d'être humain en se faisant tester. Ministre, collègue, c'est vraiment un vote où je vois bien que peut-être qu'on ne se comprend pas. Beaucoup d'entre vous expriment à ce sujet une préoccupation de type sanitaire. Et je n'ai pas l'intention de diminuer la qualité de vos intentions sur le sujet. Mais prenez bien la mesure de ce que nous sommes en train de décider. Le contrat de travail est le seul contrat qui prévoit, dans une démocratie comme la nôtre, c'est le seul qui prévoit un rapport de subordination entre une personne et une autre. Je ne lance pas la discussion de savoir si c'est juste ou si ça ne l'est pas. Mais ce rapport de subordination est entièrement lié à la nature de la tâche à opérer et du rapport salarial. Vous y ajoutez une clause sociale, ce qui veut dire que la subordination du travailleur est non seulement liée au fait qu'il est le travailleur qui ne possède pas l'instrument de production, mais en plus que son corps, que sa santé est directement liée à l'exercice de ce qu'il est en train de faire. Eh bien ça, c'est une nouveauté d'une telle ampleur qu'elle mériterait qu'on s'y arrête plus longuement qu'on est en train de le faire. J'ajoute ceci, vous savez aussi bien que moi que c'est un acte totalement arbitraire qui peut découler des dispositions qui sont prises. Pourquoi? Parce qu'il suffirait que Pierre-Paul Oujac n'ait pas obtenu à temps son certificat de vaccination ou qu'il ne soit pas efficace dans les délais prévus pour qu'il perde son emploi. Collègues, est-ce que vous imaginez l'ampleur de l'angoisse, de l'anxiété, de la déstabilisation sociale, familiale, affective qu'une telle mesure entraîne dans la vie quotidienne des gens? Comment pouvez-vous être assez cruel pour décider une chose pareille? Sachant que si l'Organisation mondiale de la santé, dont vous prétendez, à qui vous prétendez être supérieur en intelligence de situation, vous dit qu'il faut donner la liberté plutôt que l'obligation, vous introduisez dans le Code du travail une violation de la liberté supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je laissais au ministre le temps de savourer son triomphe oratoire, qui va lui valoir la volée de bois vert que vous méritez. Collègue Turquois, je vous estime beaucoup, mais je vais vous dire la chose suivante. Si vous voulez nous rendre responsables des malheurs qui arriveront au pays parce qu'on ne vous obéit pas assez vite, à mon tour, je pourrais vous dire que je vous rendrai volontiers responsable, ce que je ne fais pas, du fait qu'on vous a annoncé la deuxième vague, et vous m'avez traité de tous les noms au moment où je l'ai fait. Nous vous avons annoncé la quatrième vague au mois d'avril et mai, pas parce que nous étions plus intelligents que tout le monde, mais parce qu'on lisait un peu, et vous vous êtes moqué de nous, et que toutes les décisions que vous avez prises depuis le début n'ont servi à rien. Ça fait donc des mois que ça dure, et que, ordre contre ordre, vous faites tourner le pays en bourrique, en prenant des décisions qui n'ont aucune sorte d'effet. Par conséquent, quand vous vous demandez jusqu'à quel moment on va discuter, qu'est-ce qui peut nous tenir, Monsieur le ministre? Le devoir. Notre devoir est de faire notre travail de député, qui est d'essayer de convaincre nos collègues. Nous essayons de le faire une fois, deux fois, trois fois. Si un argument n'est pas bon, nous en présentons un autre, parce que nous sommes convaincus. Et votre devoir, ne vous en déplaise, est de nous répondre. Et si c'est possible, de le faire sans trop vous moquer de nous, parce que nous avons aussi du revers. Puisque vous annoncez la catastrophe au 1er août,
Moi, je vous annonce qu'à la rentrée prochaine, si la situation est telle qu'elle est, qu'avez-vous fait pour prévoir la rentrée scolaire si jamais la contamination continue? Où est la société par roulement? Où est la division des classes? Où sont les épurateurs d'air? Qui mettez-vous au travail pour produire les bouteilles d'oxygène dont on a besoin? Rien, personne. Vous vous agitez et quand nous vous demandons quand est-ce que vous ferez cesser le pass sanitaire, vous avez une réponse très simple. Appelez le pass sanitaire. Président, j'achève. Appelez le pass sanitaire, pass Covid. Et à ce moment-là, le pass s'arrêtera quand il n'y aura plus de Covid. Vous aurez mal compris, monsieur le ministre, ce qu'on vous a dit. Monsieur Ruffin vous parle du contrôle par l'Assemblée nationale de l'évolution de la situation et des mesures à prendre. Il s'est référé à l'histoire pour vous en donner des exemples. Je répète, il vous propose le contrôle de l'Assemblée sur le déroulement des opérations de lutte contre la pandémie. Nous avons la certitude que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous n'avez rien préparé pour la 4e vague, il n'y a rien de prêt pour la rentrée, il n'y a rien de prêt pour le pays. On a le droit d'en le penser et ce n'est pas parce que c'est 4h30 du matin que nous baisserons de ton. Donc, M. Ruffin vous propose d'organiser le contrôle de l'Assemblée. À quoi vous répondez? Et voyez comme c'est significatif que le prince nous convie à telle ou telle occasion pour venir écouter ses recommandations. Mais chers collègues, on écoute, enfin l'orateur. Le ministre, nous avons décidé, comme groupe politique, comme organisation politique, que nous n'irions plus à ces réunions parce que le temps où nous y sommes allés, nous n'y avons rien appris et la seule chose à quoi ça a servi, c'est à nous attribuer des positions politiques qui n'étaient pas les nôtres, comme par exemple, ainsi que je l'avais dit au Premier ministre, quand il nous a demandé, paraît-il, si nous étions d'accord ou pas pour qu'on convoque les élections alors qu'on était à la première vague de confinement, nous n'avons jamais discuté de cette question et pourtant, il s'est prévalu de notre présence pour faire croire que nous étions d'accord. Donc, attendez-vous à ça avec nous. Vous ne jouerez pas avec nous. Quand nous vous prévenons, nous tenons parole. Quand nous décidons de faire une chose, nous la faisons. Quand vous voulez nous embobiner, nous ne le ferons pas. Nous vous redisons que nous demandons le contrôle de l'Assemblée parce que la 4e vague pourrait déboucher sur un désastre dont vous serez responsable.